bonjour aux premières personnes qui sont déjà là. J'attends Julie pour la faire monter sur scène. Bonjour à tous ceux qui arrivent. On va commencer dans, allez, 2 à 3 petites minutes l'événement. Il y a Julie qui va nous rejoindre. Bienvenue à tous ceux qui sont en train d'arriver. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux.
Et voilà, Julie. Comment vas-tu, Julie? Bonjour, ça va Benoît. Désolée, j'ai un petit problème de connexion. Donc du coup, je le fais sur mon téléphone. Faut juste que je réussisse à caler mon téléphone et on sera bon. Ça marche. Bah écoute, on va pouvoir commencer ce nouveau bourbier et le temps, Julie, que tu arrives à trouver l'angle adéquat pour ton téléphone, je vais faire une petite introduction, hein. Bon, bah, on est très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition du Bourbier. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benoît Rosier. Ça fait une dizaine d'années que je fais du product management. J'ai été product manager, entrepreneur et aujourd'hui, je suis cofondateur et CPO d'Advisory et bien évidemment animateur de ce magnifique événement qui est le Bourbier. Ça fait plaisir hein, de vous voir de plus en plus nombreux pour ce bel event. Alors pour ceux qui connaissent pas le Bourbier, c'est une instance un peu originale, hein, on l'a voulu comme ça, où on vient témoigner de nos galères respectives. Car oui, on vit tous des belles galères hein, dans le monde du produit, mais c'est dans les galères qu'on apprend. Et c'est ça qui est top avec le Bourbier, c'est que on apprend des galères des autres. Donc pour ça, pas besoin de se planter soi-même. On apprend directement des galères des autres et c'est plutôt pas mal. Alors juste, en 30 secondes pour présenter Advisory. Donc Advisory, c'est une agence conseil dédiée aux produits. Donc on accompagne nos clients, hein, à construire des produits à succès. On adresse différents métiers du product management, le product design, le product engineering et on organise, les sessions du Bourbier avec notre entité Advisory Campus qui est dédiée à la formation. Donc on fait, voilà, tout un tas de formations, différentes aux produits, à la fois en ligne, et à distance. Et juste, exceptionnellement, je profite pour glisser une petite actualité. On sort une nouvelle formation sur l'accessibilité. C'est un sujet qui est très important, dans le monde du product management puisque, voilà, aujourd'hui, on a à peu près 20 de la population française qui est en situation de handicap, hein, que ce soit visible ou invisible, définitif ou temporaire et moins de 4 de nos produits qui sont accessibles. Donc voilà, clairement, il y a un petit problème, là-dessus. Donc on va pas parler d'accessibilité aujourd'hui, mais c'est un sujet qui nous tient à cœur chez Advisory et c'est pour ça qu'on sort une formation dédiée, et 100 des fonds récoltés via la formation seront, reversés à des associations, liées, autour du monde de l'accessibilité. Donc voilà, des trucs plutôt pas mal. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est pas le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Le sujet, qui nous intéresse aujourd'hui, bah, c'est celui de Julie. Donc, Julie qui est, ex, CPO de Mano Mano. Alors je sais pas si tu es déjà parti ou si tu es en train de partir, mais, Alors, la petite voilà, nuance, c'est que j'ai quitté Mano Mano la semaine dernière, donc c'est tout frais. voilà. Où j'étais Head of Product. Et je vais rejoindre très prochainement, au mois de mars, une nouvelle entreprise qui s'appelle Home Exchange, qui fait de l'échange de maisons, et là en qualité de CPO. Voilà. Donc, bon, bah, vraiment super de t'avoir avec nous, hein, Julie. Donc, voilà, ça fait plus de 10 ans, que tu bosses sur des applis mobiles. Tu as eu l'occasion de lancer, de maintenir, de kill même, différentes, applications mobiles dans différentes boîtes, et aussi de te planter, hein. Donc, voilà, c'est le cas de toutes les personnes qui viennent au Bourbier, et donc, ça va être super, d'avoir, ton retour d'expérience, là-dessus. Mais bon, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Julie, je te laisse un petit peu compléter ta présentation et je te laisse la main. Juste une petite parenthèse, donc bien évidemment, l'idée c'est, de prendre l'ensemble de vos questions. Si vous avez des questions, mettez-les plutôt dans, le petit onglet questions. Dans le chat, c'est plutôt pour se dire, coucou et bonjour. Donc moi je prendrai, les questions dans l'onglet questions et n'hésitez pas à voter, pour les questions qui vous semblent les plus intéressantes et voilà, je me ferai un plaisir de poser vos questions à Julie. Allez Julie, cette fois-ci c'est bon, je te laisse la main. Bon, bonjour à tous et merci Benoît pour avoir comblé. Effectivement, là on est en plein dans le bourbier, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réussi à me connecter avec moi. Je suis sur mon mobile et c'est très bien. Euh, J'enchaîne. Donc, merci pour la présentation, Benoît. Merci à tout le monde de s'être inscrit pour ce bourbier. Donc, ma petite actualité du moment, effectivement, c'est que j'ai quitté Mano Mano et je vais rejoindre Home Exchange prochainement. Comme Benoît l'a introduit, ça fait plus de 10 ans maintenant que je travaille dans le digital et finalement le produit. Comme je pense pas mal de personnes, il y a plus de 10 ans, le product management n'était pas encore forcément vraiment implémenté, on va dire, dans les entreprises. Et au fur et à mesure
de mes expériences, je me suis rendu compte que finalement, ce que je faisais, c'était plutôt du produit. Par le côté notamment, s'intéresser à la data, aller interroger des clients, des utilisateurs et de plus en plus de travailler plutôt du product management que vraiment de la gestion de projet. Mon premier lancement d'application mobile, il s'est fait en 2012, avec l'appli France 3 Régions, je vais revenir dessus et depuis, finalement, ça a été un fil rouge de ma carrière et en parallèle de mes activités de product management, je suis aussi mentor pour Social Builder depuis cette année et je voulais en parler parce que c'est une association qui me tient à cœur. C'est notamment pour aider les femmes à se réinsérer dans le monde du travail via le digital. Et voilà, c'est quelque chose voilà, que j'ai envie de promouvoir et que je soutiens à fond. Et j'aime bien justement avoir cette posture de mentor. J'ai pu mentorer aussi des product managers, notamment chez Mano. Donc comme je vous disais, les applications mobiles et le lancement d'applications mobiles a été un fil rouge au cours de ma carrière. J'ai eu l'occasion de collaborer avec plusieurs entreprises dans des contextes très différents, dans des entreprises très différentes. Au total, j'ai fait 5 lancements from scratch, dont donc, cette application chez France 3, pour France 3 Régions, chez France Télévisions. L'application LCI, la première application LCI chez TF1. Et les applications de Mano Mano, finalement, quand j'ai rejoint Mano Mano, donc c'était en 2019, il n'y avait pas d'application mobile, ce qui paraît étonnant pour un e-commerçant à cette époque-là. Et donc j'ai lancé la première application, qui est l'application Mano Mano Pro, puis l'application Mano Mano. Et effectivement, j'ai été amenée aussi à maintenir puis tuer des applications. Ça a été le cas de Metro News et MyTF1 News. Pourquoi? C'était le socle. En fait, ces deux applications mobiles ont été le socle du lancement de l'application LCI. Et j'en reparlerai aussi un peu dans comment on s'est pris les pieds dans le tapis aussi sur cette partie-là. Et une autre application aussi sur laquelle j'ai eu l'occasion de travailler, c'est chez Sarenza, où je suis arrivée comme product manager application mobile chez Sarenza. Où là, ça a été plutôt comment on fait revivre une application mobile qui remplissait pas tous les critères de l'entreprise et comment on fait en sorte de la repositionner et de la revoir. Et en fait, finalement, à travers tous ces lancements, maintenance et revamp d'applications mobiles, un des facteurs communs, c'était comment on crée de la proximité avec son client, avec son utilisateur, et comment on va travailler la rétention de nos utilisateurs. C'est toujours, en fait, une application mobile, c'est vraiment un levier de rétention de l'utilisateur. Et donc, le KPI en général qu'on va plutôt regarder, c'est la lifetime value, la LTV. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire avec une application mobile, c'est maximiser finalement la valeur d'un client, d'un utilisateur dans le temps. Et on se rend compte que les applications mobiles, pour ça, c'est vraiment des leviers assez puissants. Du coup, je vais vous Peut-être raconter un petit peu. Ouais. juste sur les différents types d'applications mobiles, est-ce que c'était du natif? Est-ce que c'était, des progressive web apps? Est-ce que c'était un mix? Ouais, très bonne question. Effectivement, j'ai eu l'occasion de travailler dans des contextes très différents, c'est-à-dire que dans les médias, j'ai plutôt travaillé dans des applications natives, parce que l'expérience doit être hyper fluide, que c'est hyper important, qu'on va aller chercher aussi des fonctionnalités liées à la vidéo. Et la vidéo, quand on n'est pas en natif, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que dans l'e-commerce, j'ai fait à la fois du natif, mais avec des parties en WebView. Et chez Mano Mano, on a pris le parti pris d'être en React Natif. Parce que notamment toute l'infrastructure web était déjà en React et avec l'enjeu de faire des passerelles entre les deux. Et pourquoi aussi? Parce que finalement, on avait aussi moins d'enjeux d'utilisation, on va dire, de fonctionnalités très natives applications ou liées aux OS. Et on s'est dit que c'était un bon pari à faire. OK. Mais question très importante, effectivement. Donc, pour commencer, l'un des défis qu'on peut rencontrer au cours du lancement, c'est déjà de clarifier le pourquoi on veut lancer une application mobile. Très souvent, moi, quand je suis arrivée dans ces différentes structures, c'était mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'une application mobile? Et donc, à un moment donné, l'entreprise se pose cette question-là. Et vous, votre rôle, ça va être de clarifier justement le pourquoi. Moi, quand je suis arrivée chez Sarenza, typiquement, on m'a dit est-ce qu'on doit garder notre application mobile? On se posait même la question de tuer l'application mobile. Et donc, il y a tout un enjeu déjà de comprendre votre environnement, à savoir c'est quoi le business model de la boîte, c'est quoi son organisation, ça va être quoi vos personnes ressources pour mener à bien ce projet qui est un lancement.
Et du coup, quel positionnement va avoir l'application versus l'expérience qui peut être proposée sur le web, le desktop ou le web mobile, et quelles technos, finalement, on vient d'en parler, vous allez pouvoir utiliser ou utiliser par rapport aux technos aussi qui sont mises en place en interne. Et pour ça, donc vous allez d'abord certainement aller interroger vos utilisateurs, vos clients, mais néanmoins, c'est pas eux qui vous diront ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que vous allez aller regarder leur comportement via de la data dans voilà, les outils analytics que vous avez à disposition. Vous allez les interroger certainement pour essayer de comprendre un peu leurs usages liés à leur smartphone, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire, quels sont les concurrents potentiellement qui vont regarder. Donc c'est hyper intéressant aussi d'aller rencontrer ses pairs qui peuvent avoir, voilà, déjà être en train de vivre la même chose que vous, ou en tout cas d'aller regarder dans une industrie assez proche qu'est-ce qui est en train de se mettre en place. Regardez évidemment les tendances du marché. Donc, quand je dis les tendances, c'est notamment bah, voilà, dans l'univers Android, l'univers Apple, c'est quoi un peu par exemple les top applications du moment, pourquoi elles fonctionnent, et potentiellement aussi les flops. Je vais vous donner un exemple. Il y a Ikea, pendant plusieurs années, ont eu 3 applications mobiles en même temps. Ils avaient une application pour leur catalogue, une application pour visualiser, vous savez, quand vous mettez un meuble dans votre pièce, et puis il y avait l'application finalement un peu e-commerce. Et au final, ils ont décidé de réunir ces 3 applications dans une même application. Et ça fait vraiment partie des tendances du marché. À un moment donné, il y avait des enjeux d'avoir une application égale une fonctionnalité. Aujourd'hui, on est un peu moins dans ce critère-là, mais ça dépend vraiment de votre marché. Donc, c'est hyper important d'aller décrypter ça. Et puis, au final, vos utilisateurs, vous allez comprendre effectivement leur comportement, un peu ce qu'ils attendent, mais ce ne sont pas eux qui vont vous dire précisément quelle fonctionnalité, en tout cas, quelle va être l'opportunité la plus intéressante, c'est à vous de la déduire. Et notamment aussi, il y a un autre point important, c'est de mettre en avant bah, les avantages versus les risques de lancer cette application mobile. Et ça, pour le coup, un product manager peut très simplement faire un business case assez simple, utiliser un framework qui s'appelle Model Opportunity, et très simplement, vous allez faire, OK, si je suis dans le e-commerce, globalement, ça va être quoi le taux de conversion sur lequel je peux parier sur l'application mobile versus le desktop, à peu près combien de transactions je vais pouvoir faire sur une application mobile, combien de clients, et à court, moyen terme, qu'est-ce que ça va me rapporter, versus forcément, à court, moyen terme, c'est un gros investissement, monter une équipe, peut-être aller chercher des outils spécifiques. Et donc, ça peut permettre aussi de bien avoir, de clarifier au sein de l'ensemble des stakeholders le coût que va avoir ce lancement, mais derrière les opportunités et qu'est-ce que ça va apporter peut-être à plus moyen, long terme pour l'entreprise et comment vous allez réussir à justement à fitter avec les objectifs de l'entreprise à plutôt moyen et long terme. Et donc, Mmh. il y a un premier point qui est effectivement déjà d'aller regarder aussi, bah, est-ce que votre trafic est déjà mobile? Est-ce que sur le web mobile, il y a des points de friction, par exemple, que vous n'aurez pas à régler, que peut-être une application mobile peut venir régler? Est-ce que déjà en termes de performance technique aussi, vous avez des problèmes de chargement de page, etc. Est-ce que finalement, il vaut mieux passer plus de temps à régler ces problèmes-là sur le web mobile ou est-ce qu'on a plutôt envie d'emmener nos meilleurs clients vers une application mobile? Donc c'est vraiment cette première étape de clarification du pourquoi on veut lancer une application mobile qui va permettre déjà de poser les premières bases. Ensuite, il y a un point hyper important, c'est-à-dire que, comme je viens de le dire, une application mobile, c'est vraiment pour nos meilleurs clients en général, aux meilleurs utilisateurs. Et donc l'entreprise doit un peu se transformer en général. Et donc ça veut dire notamment devenir un peu client first ou être client first. Et pour ça, ça veut dire développer énormément une empathie vis-à-vis de nos utilisateurs, d'aller voir, une fois que vous avez déjà un petit peu fait cette première analyse de comportement, bah, c'est de comprendre où se trouvent vraiment vos clients. Dans le cadre de Mano Mano, sur la partie professionnelle, on s'est rendu compte que le smartphone, c'était vraiment leur deuxième bureau. Donc en fait, nos clients étaient déjà complètement sur mobile. Euh, on s'est rendu compte aussi qu'ils avaient un énorme usage du vocal qui était déjà en place. Donc il y avait une énorme opportunité à aller utiliser du vocal. Et donc c'est comment on met en adéquation finalement ce mapping entre des usages déjà existants de nos clients et derrière les comportements et les opportunités qu'on vient de définir pour se dire ok, je vais commencer à créer mes personas, je vais commencer à communiquer en interne dessus et je vais commencer aussi à mapper un peu les opportunités potentielles de fonctionnalités.
Et donc c'est hyper important à ce moment-là vraiment d'être très empathique avec son client pour créer ses personas. Évidemment, on se fait aider en général de l'UX, du design en sein d'entreprise, et surtout de communiquer en interne sur ces personas. C'est-à-dire de bien faire comprendre que le client ou l'utilisateur de l'application ne sera pas forcément le même en fait que celui du web, parce qu'on va aller plutôt chercher le meilleur client, celui qui a un besoin très fort, une récurrence très forte en fait dans ses usages par rapport à votre entreprise. Et donc, c'est important de communiquer aussi énormément en interne. Pourquoi? Parce que ça va permettre aussi en interne de peut-être changer un peu ce mindset et de devenir très centré sur OK, en fait, l'application, elle va servir pour ce client-là, en fait, qui a un besoin, et c'est peut-être ce client-là qui va nous rapporter plus. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, effectivement, c'est générer de l'adoption, de la rétention. Et donc, l'autre point important, c'est bien définir ses KPI de succès avant chaque projet lancement. De toute façon, c'est un des basiques, de définir mes KPI et mes KPI, quelle cible je donne à ces KPI-là, où je veux être dans 3 mois post-lancement, 6 mois post-lancement. Et de bien aussi avoir une cohésion forte de toute l'équipe sur ces KPI et que tout le monde les comprenne bien et tout le monde aussi travaille dans le même objectif par rapport à ces KPI. L'autre point Peut-être important. Julie, parce qu'il y a déjà des premières questions par rapport, à ce que tu nous dis. Il y a une première question effectivement autour de, la posture qu'on peut avoir vis-à-vis de, la direction. Parce que c'est vrai que, voilà, tu nous as donné des éléments assez intéressants, donc déjà se dire, est-ce qu'on a besoin d'une application mobile? Donc regarder des éléments comme notamment la répartition du trafic et cetera. Mais c'est vrai que dans certaines organisations, tu vois, le top management va juste, dire: «On veut une application mobile», d'où tu vois l'exemple un peu d'IKEA avec, 3 applications mobiles qui correspondent pas forcément à un besoin utilisateur. Est-ce que toi, justement, dans ta relation au top management, il y avait des éléments que tu priorisais, pour dire: «Attention, là, on a besoin d'une application mobile» ou «Attention, là, il y a vraiment pas besoin, d'une application mobile»? Ouais, très bonne question. Effectivement, en général, ça vient aussi du top management, parce qu'il y a des investisseurs derrière qui disent, «Regardez en Asie, le marché devient totalement, mobile». Et effectivement, en fait, ce qu'il faut aussi réussir à faire, c'est, quand je vous disais aller regarder le marché, c'est montrer aussi la différence de maturité du marché européen et notamment français sur le mobile versus ce qui peut exister sur d'autres marchés, notamment asiatiques ou américains. Pour aussi, je dirais, comme on dit, manage expectation, c'est-à-dire vraiment dire attention, certes, notre application mobile, elle va avoir du sens sur telle ou telle partie, néanmoins, on ne sera peut-être pas à 60% de notre business en un an qui va complètement shifter sur de l'application mobile. Et donc, c'est vraiment, c'est de la gestion de stakeholder, mais stakeholder top management. Donc, c'est vraiment apporter des arguments qui vont montrer que il y a une opportunité, il faut y aller, mais ça sera dans cet ordre de grandeur, en tout cas, que notre impact sera, en tout cas, à court terme. OK. Et effectivement, c'est aussi dire, les usages par rapport à toute l'analyse que vous aurez pu faire sont plutôt portés sur notre marché, qui peut être la France ou ça peut être européen, sur tel type de fonctionnalité. Du coup, on pense qu'il faut effectivement, si on choisit de se dire, il nous faut un socle de base qui doit remplir ces fonctionnalités-là, il faut absolument qu'on ait celle-ci. Et peut-être qu'on peut se permettre effectivement de se dire que l'application mobile n'est pas nécessaire pour d'autres fonctionnalités qu'on peut avoir par ailleurs sur le web. Et se dire effectivement, on ne va pas le faire sur l'application mobile. Ou peut-être qu'aussi, c'est aller regarder, il y a peut-être des cas d'usage très spécifiques liés à votre entreprise, et de se Mmh. dire, en fait, ça n'a aucun sens de le faire sur une application mobile ou parce que l'écosystème n'est pas là. D'accord, d'accord. Et justement, il y a une autre question, de Corentin par rapport, au contexte de Mano Mano parce qu'effectivement, tu nous dis, bon, bah, c'est très intéressant, un des éléments clés, c'est, d'être avant tout, client first, user first. Est-ce que, voilà, la culture chez Mano Mano était très orientée, user first, client first et ça a facilité les choses par rapport à, d'autres expériences que tu as pu, avoir sur la construction d'applications ou, pas forcément? Comment tu vois les choses maintenant avec, tes 10 ans d'expérience? Alors, au début, quand on a décidé de lancer les applications mobiles, c'était pas la culture, client first, c'était pas forcément au rendez-vous. Il y a eu pas mal d'éducation à faire, il y a eu pas mal de connaissances clients, en fait, à aller chercher.
Je dirais que le chemin est toujours en cours, hein. Mais de ce point de vue-là, je pense que le fait d'avoir sorti les applications mobiles a aussi aidé, en fait, à avoir une culture plus orientée client, plus orientée utilisateur, à aller regarder plus les personas, à se poser plus la question des personas notamment. Est-ce qu'on a aussi les bons personas? Et vraiment, ça a beaucoup aidé par rapport à ça. Effectivement, je pense que dans l'e-commerce, il y a un côté très transactionnel, forcément, hein, c'est la base. Et du coup, on peut très vite perdre en fait le point de vue du client. Et c'est pour ça qu'en fait, je rajoutais aussi dans cette slide-là, c'est comment on inclut le client dans le lancement. Ce qui en fait va aider aussi à devenir plus client-centric. Ce qu'on a fait notamment sur le lancement de Mano Mano Pro, on a fait une bêta en fait en interne. Donc vraiment passer par la phase de bêta, ça aide énormément. Donc Android notamment permet très facilement de faire des bêtas, de donner des liens des utilisateurs, etc. Nous, on a aussi été chercher en fait un pool de clients qu'on connaît, qui font partie d'un club. On leur a proposé de tester pendant tout un été en fait l'application, de nous faire des retours. Ça nous a énormément servi à les corriger, à avoir du feedback. Alors la chance que le feedback qu'on a eu, c'est que l'application correspondait à leurs envies, à leurs besoins et à leurs usages. Finalement, on a eu peu de choses à corriger, qui étaient plutôt des points de friction ou de parcours un petit peu à revoir, mais qui n'étaient pas tout revoir. Et effectivement, de rajouter cet instant où on a fait la bêta avant un lancement plus officiel nous a permis énormément d'apprendre sur notre client, sur sa façon d'utiliser l'application mobile. Et c'est quelque chose qu'on a essayé de réitérer au fur et à mesure, parce qu'il y a le lancement certes, mais ce que je vous dirai un peu plus tard aussi, c'est que le lancement, en fait, c'est juste le début. Le lancement, c'est un projet en soi, mais en fait, derrière, il y a toute l'itération et la vie du produit qui va avec. Et donc, finalement, de prendre ces bonnes habitudes, je dirais, dès le lancement, va vous permettre d'itérer par la suite et de refaire, notamment lorsque vous lancez des grosses fonctionnalités, où vous vous dites peut-être une nouvelle opportunité stratégique que vous voulez mettre en place via l'application mobile, de reprendre un peu ce processus, de dire ok, bah là je vais peut-être aller interroger mes clients, faire une bêta sur ce type de fonctionnalité et reprendre un peu ces bonnes pratiques. Ce qui est intéressant, c'est de faire, comme je vous disais, une bêta en interne aussi pour engager les gens en interne, donc récolter du feedback. Notamment, bon, maintenant, je pense pas mal d'entreprises utilisent Slack ou des messageries. Bah, créer un channel dédié, créer des typeforms dédiés pour recueillir les feedbacks de l'ensemble des personnes dans l'entreprise. Ça permet aussi de faire en sorte que ça devienne un projet d'entreprise. Je pense que vraiment une application mobile, lorsqu'elle arrive dans une entreprise, c'est un projet dont tout le monde parle, dont tout le monde a envie de savoir ce qui se passe. Et donc le product manager va avoir vraiment un enjeu à canaliser l'ensemble des feedbacks, à faire du retour sur les feedbacks, et vraiment de bien travailler en fait sa séquence de lancement avec les marketing, avec le design, vraiment d'être dans la collaboration. Et notamment, ce que je trouve assez efficace, c'est d'avoir fait un soft launch par exemple sur le lancement sur Mano Mano, des applications. Un soft launch, c'est simplement, après cette phase de bêta, on a mis dans le store les applications mobiles, mais sans le dire à personne. Donc on a essayé de regarder un peu l'adoption naturelle finalement, de gens qui tapaient Mano Mano dans l'App Store et qui d'un seul coup trouvaient une application. Et donc ça permet encore de corriger certains bugs, de rectifier certains potentiels ajustements à faire. Et puis après, effectivement, avec le marketing, on a prévu une date de hard launch, vraiment une date où là, communication générale, des articles de presse, etc. Mais du coup, ça donne du temps, notamment à l'équipe technique aussi, d'ajuster des choses, voilà, de prendre un peu plus de temps et d'être moins dans le rush. Ce que j'ai pu connaître, moi, par exemple, dans un lancement plutôt LCI, où il y avait eu un peu le rush, il y avait une date de définie de lancement, il y avait une communication qui était déjà arrêtée, et du coup, c'était plutôt un rétro-planning par rapport à cette date de lancement qui avait déjà été décidée par le top management. Et donc, on a plutôt couru après le temps. Et là, pour le coup, ça a été plus compliqué, puisqu'il a fallu rectifier un peu en temps réel, vraiment des choses au fur et à mesure. Donc vraiment, si vous pouvez travailler votre lancement en mettant le plus possible l'utilisateur et le client au centre, en l'utilisant comme un levier de communication, derrière, ça vous évite pas mal de choses, de rectification, de revenir dessus par la suite. Mais de toute façon, ce temps-là, vous serez obligé de le prendre par la suite.
Du coup, faut Peut-être donner peut-être comme une petite exemple. question, Julie, désolé de sur les indicateurs, parce que c'est, en fait, une question que moi, on me pose beaucoup. Il y a beaucoup de product managers qui sont, à la recherche, des bons indicateurs, de l'ultime indicateur. Alors, je sais que, bon, bah, les indicateurs sont très différents en fonction, du produit, du secteur et cetera. Mais est-ce que tu vois, après avoir bossé pendant une dizaine d'années sur, différentes applications mobiles, tu vois, quelques indicateurs clés qui te semble vraiment important à suivre, sur la partie mobile? Bah, évidemment, tu vas aller regarder, tes téléchargements, surtout au début. Tu vas aller regarder, ton solde un peu de entre téléchargements et potentiellement les désinstallations aussi qu'on peut avoir sur le store Android, qu'on n'a pas sur iOS, mais on a sur le store Android. Tu vas aller regarder notamment, ce qu'on appelle le crash free report, c'est-à-dire le pourcentage de crash, de ton application. En te mettant notamment des indicateurs, des objectifs. Et tu vas aller regarder évidemment bah, le nombre de sessions actives, donc le nombre d'utilisateurs actifs. Tu vas le regarder de manière weekly et de manière mensuelle. Désolée, je fais un peu de franglais. Et notamment, bah, ce qui est aussi important, c'est la note. Regarder la note dans les stores. Hyper important de monitorer la note dans le temps. Pour ça aussi, après, dans la vie de l'application, il y a plein d'enjeux par rapport à cette note. Comment on fait en sorte que la note, elle continue à refléter plutôt l'expérience de l'application, et notamment dans l'e-commerce, je pense, et pas la mauvaise expérience de livraison, par exemple, où là, l'application, elle n'y peut pas grand-chose. Donc voilà, il y a pas mal de leviers aussi à mettre en place par rapport à ça. Donc la note est hyper importante. Et puis après, effectivement, si vous êtes sur un e-commerce, bah, ça va être important d'aller regarder effectivement le nombre de transactions, le nombre de clients les plus loyaux, peut-être dans l'application, le pourcentage de clients plus loyaux dans l'application versus des stops. Ça va être important de regarder le pourcentage de rachat versus, je pense, dans une application plutôt média. Ben, on va plutôt aller regarder autour de la monétisation, notamment les critères plutôt de monétisation et plutôt les critères aussi de vidéos vues en général si la monétisation tourne beaucoup autour de la vidéo. Donc voilà, donc après je pense qu'il faut réussir à s'adapter aussi en fonction de son secteur. Mais voilà, ce qui est très spécifique app, je dirais, c'est la note, les téléchargements, les weekly active users et le churn que vous pouvez pas avoir. Après, la lifetime value, elle va venir, mais plus dans le temps, parce qu'au moment du lancement, forcément, c'est un indicateur de pertinent, mais au bout de 3-6 mois, ça va commencer à être intéressant de commencer à la regarder. OK, très clair. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, bah, il y a les premiers challenges qui commencent à arriver. Donc, là, je vous ai pris l'exemple de Manuano Pro, c'est bah, assurer l'essentiel. Donc là, on a notre plan a priori, mais commencer à être plutôt dans l'idéation. Donc, on a identifié des opportunités, mais et ça peut prendre la forme d'un design sprint. Alors, c'est ce qu'on avait fait pour Manuano Pro. Pendant une semaine, la méthode design sprint, qui a aidé notamment avec commencer à définir la proposition de valeur, définir un peu des premiers wireframes sur des écrans clés comme la homepage par exemple, et s'assurer que ça répond en fonction des personas qu'on a ciblés, complètement en adéquation avec. D'autres méthodes peuvent exister. Moi, chez France Télévisions, j'avais fait un tri de cartes, par exemple, avec des stakeholders pour définir c'est quoi les éléments les plus importants à avoir dans l'application. Chez TF1, on avait fait pas mal de focus group aussi, avec des utilisateurs. Donc voilà, il y a plusieurs méthodes, en tout cas, que vous pouvez appliquer. Et derrière, je dirais, il y a un point important, c'est moi ce que j'appelle les product principles. Par exemple, sur Mano Mano, on a décidé de faire plutôt du 80-20, donc loi de Pareto, c'est-à-dire 80 de traits communs entre web et app et 20% de spécifiques. Pourquoi? Parce que bah, le business de Mano Mano, ça reste vendre des produits, c'est une marketplace, donc il faut pouvoir dans l'application aussi vendre des produits, acheter ces produits, que les utilisateurs trouvent ces produits, donc il y a un socle commun. Et après, on a été y définir les 20% qui peuvent apporter de la valeur supplémentaire à l'application, le fait d'adopter justement d'avoir cette application mobile. Comme je disais tout à l'heure, par contre, vous pouvez avoir une autre stratégie qui peut être se dire, bah, en fait, je fais une application mobile avec une feature qui est app only. Et une approche totalement app only. Je prenais l'exemple d'IKEA qui avait fait cette application où je peux aller mettre dans mon salon le meuble en question. Je suis plutôt sur de l'expérientiel. Et du coup, j'ai des enjeux totalement différents.
Donc ça, c'est hyper important de bien définir en amont voilà, ça va être quoi le parti pris, ce que j'appelle les product principles. Évidemment, après, là, c'est pas l'enjeu du webinaire de raconter ce qu'est un MVP, mais l'objectif, c'est effectivement derrière de réaliser une première version de l'application qui est plutôt sur le principe du minimum viable product. Donc, on teste un peu les premières hypothèses. On essaye d'éliminer le plus possible les frictions dans le parcours. Et c'est ce qu'on appelle voilà, making moments with us simple and valuable. Vraiment, le MVP, c'est des use cases assez simples, mais normalement, on est sur les fonctionnalités les plus clés. Et du coup, l'exemple le plus récent que j'ai fait, c'est sur Mano Mano Pro et Mano Mano. Donc sur la slide suivante, ce que je vous ai mis ce que je vous ai montré, c'est donc on a décidé en fait que sur l'application mobile, ce qui allait être un peu différencié, c'est qu'on allait mettre très en avant le suivi des livraisons, parce que ça, c'est hyper important pour nos clients. Ce qu'ils veulent savoir, c'est avec l'application dans leur poche, c'est quand est-ce qu'arrive mon produit. Et notamment par les push notifications, qui sont l'un des éléments aussi un peu forts qu'apporte une application mobile, même si maintenant on a de plus en plus de push sur du desktop et du web mobile, mais sur une application mobile, je trouve que l'expérience elle est quand même un peu plus immersive. Et ensuite, par exemple, pour l'application pour les professionnels, on a décidé de mettre un CTA directement sur un listing produit, donc un bouton, pour mettre directement au panier. Parce que ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, nos artisans du bâtiment, lorsqu'ils sont sur leur chantier, ils ont un besoin précis tout de suite maintenant, hop, ils ajoutent au panier parce qu'ils connaissent le produit. Et on leur a permis aussi de contacter directement notre équipe commerciale via la barre de menu générale parce qu'ils ont une question, tout de suite ils utilisent l'application, pas besoin d'enregistrer le numéro, hop, ils peuvent le faire tout de suite. Et sur la partie, plutôt que sur les clients particuliers, ça a été de dire, en fait l'application elle va beaucoup leur servir quand ils sont en train de se poser des questions, peut-être en train de faire des projets do it yourself chez eux, et du coup ils ont besoin de conseils, donc de mettre très en avant une partie conseil dès le début. Et évidemment, ces spécificités-là, c'était un pari au lancement et après on a itéré dessus pour se dire est-ce que c'est valable, est-ce qu'il faut finalement l'enlever, le mettre autrement. Typiquement en ce moment sur l'application Manuelo Pro, se poser la question de ce bouton qu'on a rajouté dans les listings pour ajouter directement au panier. Là on vient de rajouter la wishlist. On se dit finalement est-ce qu'on va plutôt renvoyer vers la wishlist ou dans le panier. Et là, il est en train de se passer, voilà, on fait une analyse de savoir la contribution à la conversion versus ce bouton-là, qu'est-ce qu'il y a de plus opportun de faire. Donc forcément, voilà, c'est une fois que vous avez fait votre MVP, forcément, quelques mois plus tard ou années plus tard, vous allez commencer à réitérer sur la pertinence en fait, de ces fonctionnalités que vous avez mis de manière très spécifique. Mais ça vous a permis de créer une première adaptation, d'avoir un premier usage un peu différencié et de positionner en fait votre application de manière un peu différenciée par rapport au web. Et peut-être Julie, juste, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, à quel point, quand tu bosses sur, l'application mobile, tu dois te synchroniser avec, les équipes qui bossent, sur, la partie web? Parce qu'effectivement, c'est toujours un peu, les difficultés qu'on peut avoir, à quel point, bon, bah, on essaye de recréer l'expérience qu'on a sur le web, d'un point de vue fonctionnel ou à quel point on essaye de différencier, l'expérience mobile avec, des fonctionnalités qui sont juste dédiées, à la partie mobilité. Comment justement, tu voyais ça et tu construisais les fonctionnalités sur la partie, application mobile? Super question pour faire la transition avec la prochaine slide. Effectivement, vous allez avoir un certain nombre de contraintes et devoir ce que j'ai appelé à créer un nouvel écosystème. Et ce nouvel écosystème, ça passe notamment par effectivement l'application mobile, c'est plutôt ce qu'on appelle un front. Et donc, il va falloir aller chercher les personnes qui vont créer les API. Et donc, effectivement, c'est là où va rentrer des difficultés potentiellement de j'ai besoin que telle équipe me crée l'API pour que je puisse faire telle fonctionnalité. Et donc, ça veut dire, pour répondre à la question, aller embarquer en fait les autres équipes dans l'histoire du lancement de l'application mobile. Et ça, c'est le gros challenge de réussir à faire en sorte que tout le monde comprenne bien le produit que vous voulez lancer. Donc cet enjeu des personas, cet enjeu de communiquer autour des personas et ensuite de communiquer sur la proposition de valeur en fait, de l'application que vous allez apporter et de faire en sorte que ce soit pas un succès personnel mais finalement un succès d'entreprise.
Et ça, c'est un vrai enjeu, en fait, un vrai challenge, parce que vous avez d'un côté votre roadmap de votre équipe qui travaille sur l'application mobile, et en même temps, vous avez, je dirais, de l'autre côté, limite, votre roadmap de communication, votre roadmap d'enjeux, en fait, à faire en sorte que tout le monde adhère pour aussi, parfois, c'est aussi, vous avez besoin des autres pour sortir l'application mobile, tout simplement. Et vous avez besoin de cette fameuse API qui peut-être n'existe pas, du temps peut-être des architectes sur un enjeu spécifique, et peut-être du temps du marketing sur d'autres principes. Donc effectivement, ce qui peut être assez déstabilisant lorsqu'on lance une première application mobile dans une entreprise, c'est qu'on se retrouve en fait à porter ce changement un peu de mindset, et qu'on va se retrouver avec des contraintes liées qui peuvent être à la fois, donc déjà ce que je disais tout à l'heure sur le côté une contrainte de date déjà, parce que le service communication a décidé de lancer à telle date, et que vous n'avez pas été mis dans la boucle, parce que aussi on décide de lancer avant un événement important. Si je reprends l'exemple de France 3 Régions sur lequel j'ai lancé la première application, en fait on avait décidé de lancer avant les élections municipales d'il y a quelques années, et les élections municipales, vous ne pouvez pas challenger la date, donc vous êtes obligé d'être au rendez-vous. Et parfois, c'est juste, vous savez que le meilleur moment pour lancer votre application, ça va être pendant un pic d'activité. Vous savez que si vous avez un business un peu saisonnier, il faut prendre la vague au bon moment. Et du coup, vous avez cet enjeu-là. Et surtout, vous, votre rôle en tant que product manager, ça va être comment je réussis à faire maintenir le cap, en fait, pour être dans les délais. Et communiquer aussi sur l'avancement du projet. L'autre contrainte que vous pouvez avoir, c'est des technologies qui ne sont pas adaptées. Bizarrement, comme moi quand je suis arrivée chez ManoMano, il n'y avait pas d'API. Donc on voulait faire une application mobile, mais on n'avait pas d'API, ce qui est un peu la base pour construire une application mobile. Et donc il y a eu un énorme enjeu effectivement embarquer tout le monde. Donc ça a été notamment, moi j'avais mis en place au tout début des comités mobiles, où l'équipe produit, qui voulait de l'équipe produit chez ManoMano pouvait venir à ces comités mobiles, où on parlait notamment des différents usages, des personas. On abordait un thème à chaque fois et on essayait de montrer un peu l'avancement aussi de l'application mobile. Et du coup, c'était aussi une façon de demander aux autres feature teams de travailler finalement sur ce projet-là, et notamment d'aller produire les API nécessaires. Donc, c'était un énorme chantier. Autre point dont on a discuté tout à l'heure, c'est effectivement le choix de la technologie. Est-ce que je vais faire du natif? Est-ce que je vais faire de la WebView? Est-ce que je vais faire du React Native qui est de plus en plus présent? Le natif, c'est vraiment, je pense que quand on a des enjeux de géolocalisation, des enjeux de vidéo, on ne se pose même pas la question, on fait du natif. Quand on a des enjeux qui sont finalement très liés à une expérience, je dirais un peu plus, entre guillemets, simplifiée, le React Native devient vraiment une bonne alternative. L'autre contrainte, par contre, c'est le recrutement. Trouver des développeurs React Native, c'est hyper compliqué, comme trouver des développeurs natifs. Et ça, c'est un vrai enjeu organisationnel. Et puis l'autre point dans les technologies, c'est que vous pouvez avoir une chaîne de livraison en continu déjà mise en place pour le web. Mais du coup, il va falloir recréer cette même chaîne de livraison de développement en continu pour les apps. Et ça, parfois, côté technique, on n'avait pas prévu. Donc voilà, donc il y a pas mal d'enjeux de ce côté-là. Et puis les réticences organisationnelles dont on a un petit peu discuté déjà, c'est pareil, est-ce que finalement cette application mobile, elle va donner lieu à la création d'une feature team, d'une squad, enfin ça dépend comment vous êtes organisé, enfin d'une équipe produit en particulier, ou est-ce que c'est les autres équipes qui vont construire post-lancement tout de suite une partie fonctionnelle de l'application, ou est-ce que aussi vous prenez la décision de dire, pour des raisons budgétaires ou de contraintes d'organisation, on prend une agence externe pour faire l'application. Par exemple, chez TF1, le choix avait été fait sur LCI de prendre une agence externe. Pourquoi? Parce que c'était déjà l'agence qui travaillait sur l'application Metro News aussi, qui appartenait au groupe TF1, ça se passait très bien avec eux. Et en interne, en fait, il y avait des ressources assez limitées qui n'auraient pas le temps de faire à la fois l'application MyTF1, l'application LCI, que embaucher dans les délais impartis, c'était aussi très compliqué. Donc finalement, a été fait le choix de continuer avec cette agence.
Et voilà, ça fonctionnait plutôt bien, donc l'enjeu, c'était de continuer. Versus chez Mano Mano, en fait, on s'est dit, bah, il faut créer une nouvelle feature team. La culture d'entreprise fait aussi que on passe par de la prestation, mais pas en mode agence, et du coup, on préfère avoir en interne. Donc, on a construit une feature team avec des prestataires, mais au fur et à mesure, cette feature team, on a staffé en interne, comme on dit. Donc les prestataires ont de plus en plus pris moins d'importance et on a pareil recruté un product manager en externe, puis en interne. Et voilà, on a constitué l'équipe comme ça au fur et à mesure. Donc il y a vraiment des questions aussi au-delà du produit, des questions organisationnelles qui se posent très vite. Il faut très vite savoir s'adapter et essayer d'y répondre en fait, à la fois pour le lancement, mais à la fois pour la phase vraiment post-lancement. Parce que le lancement, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment que le début. Derrière, il va y avoir la vie de cette application, comment on va la maintenir, comment on va faire en sorte qu'elle évolue dans le temps. Et là, on rentre plus dans le cycle naturel du produit. Et puis, il y a un autre aspect, là, c'était plutôt les enjeux techniques, mais aussi sur la partie business. Parfois, vous pouvez avoir un manque d'ownership, finalement, au moment du lancement, dans la prise en compte en fait, de l'application mobile, qui va venir un petit peu aussi perturber les équipes marketing, par exemple, parce que d'un seul coup, les push notifications, il faut bien quelqu'un qui s'en occupe. Est-ce que c'est au produit? Est-ce que c'est dans les équipes marketing? Ça peut vraiment dépendre des organisations. Et du coup, par exemple, chez Mano Mano, ils ont commencé à recruter des profils marketing en charge de l'application mobile, donc des gens qui vont vraiment travailler sur les opérations commerciales qu'on va faire dans l'application, les push notifications, avoir la relation avec le fournisseur de push. Donc voilà, donc il y a tous ces enjeux-là, effectivement, qui doivent être aussi finalement un aspect aussi à s'interroger au moment du lancement. Julie, j'ai pas mal de questions sur tout ce que tu viens de dire, parce que tu viens de nous dire pas mal de choses très intéressantes. J'ai Corentin et Justine qui se posent des questions par rapport à la date contrainte de lancement. Effectivement, c'est une galère pour pas mal de product managers hein, d'avoir une date contrainte, même si d'un point de vue business, ça fait souvent beaucoup de sens. Est-ce que tu as des petits tips à nous donner, que ce soit au niveau de la gestion de la roadmap, que ce soit au niveau de la gestion des parties prenantes? Enfin, voilà, comment tu gères, cette date fixe? C'est jamais un truc très facile à gérer quand on est product manager. Ouais, complètement. En fait, je pense que ça dépend vraiment de votre secteur. Est-ce que cette date fixe, elle est challengeable ou pas? Comme j'expliquais tout à l'heure, dans les médias, c'était lié aux élections municipales, bon, on peut pas changer la date. Par contre, dans l'e-commerce, bon, il y a certainement une date fixe, mais qui est peut-être un peu challengeable. Et donc, c'est à vous aussi de montrer potentiellement à l'avancée de votre projet. Et si vous sentez que vraiment vous n'allez pas réussir à atteindre cette date en partie, c'est peut-être se reposer la question aussi de manière très agile, en fait, de se dire, ok, est-ce que notre scope, c'est le bon? Est-ce qu'on ne peut pas revoir aussi finalement le scope de fonctionnalité? Est-ce qu'on serait prêt à lancer peut-être avec un scope plus light, entre guillemets? Essayer aussi finalement de prendre le temps d'en discuter avec les stakeholders, et je dirais même avec le top management. Il ne faut pas arriver au pied du mur, faut anticiper. Je dirais que la règle, c'est vraiment anticiper. Et après, souvent, en tout cas, moi, les côtés e-commerce, les deadlines que j'ai pu avoir étaient plutôt challengeables, dans le sens où, écoutez, on aura un mois de retard. On s'était dit, par exemple, sur Mano Mano, c'était normalement la date de lancement, c'était juin. Bon, bah, on est sorti fin août, début septembre. Pourquoi? Bah, en fait, c'était l'été, et en fait, on a beaucoup challengé en disant, bah, l'été, finalement, il va plus se passer grand-chose. C'est une période un peu morte, on va dire, côté e-commerce, et notamment chez Mano Mano. Est-ce qu'il vaut mieux pas être au rendez-vous en septembre? Donc, c'est aussi à vous d'essayer de trouver les opportunités de discussion et de challenge de cette date. Et voilà, à part si c'est lié vraiment à une date sur laquelle vous n'avez pas la main, et même votre entreprise n'a pas la main, et là c'est très compliqué. Et dans ce cas, vraiment revoyez le scope fonctionnel. Peut-être qu'il y a une fonctionnalité qui peut sortir après. Et c'est ce qu'on avait fait d'ailleurs sur une application Mano Mano. On a sorti une fonctionnalité manquante après, et c'était pas grave finalement. Parce que derrière, si vous êtes en sprint, en itération, et que vous avez bien implémenté la partie agile, la partie scrum, vous savez très bien qu'en 2 semaines, vous êtes capable peut-être de relancer en fait une release avec cette nouvelle fonctionnalité. Donc c'est vraiment à vous aussi de travailler sur le découpage fonctionnel,
de comment vous pouvez réussir à atteindre cette date avec quelles fonctionnalités et surtout de beaucoup communiquer dessus. Vraiment, communiquer auprès, des stakeholders en question qui sont sur cette date-là, de vous aider, je ne sais pas, de votre manager, des personnes un peu ressources, un peu clés, qui vont pouvoir vous aider aussi parce que certainement que le marketing est un petit peu dans la même galère que vous, donc il y a pas de raison que vous soyez seul face à cette. OK, super. Et peut-être une autre question par rapport à l'organisation, donc une question, d'Alice. C'est vrai que c'est souvent compliqué d'intégrer, les équipes mobiles dans une organisation produit. On se pose beaucoup de questions, component team, feature team, impact team. Est-ce que justement on a, ces développeurs qui sont tous dans une même équipe ou alors est-ce que c'est des développeurs volants dans différentes équipes, déjà existantes? Est-ce que toi justement tu as des convictions par rapport à ce découpage organisationnel? Ouais, moi j'ai une conviction, c'est, quand on lance une application mobile, si ça n'existait pas auparavant, je pense qu'il y a un enjeu dans un premier temps à garder une équipe resserrée, pour assurer le lancement et on va dire, les 6 mois suivants. Pourquoi? Parce que, je pense qu'il y a un enjeu aussi de faire un peu corps avec son produit, et de s'assurer, plus vous allez avoir de parties prenantes, on va dire, dans le projet, plus ça va être compliqué. Moi, je crois beaucoup aux petites équipes avec une mission qui vont, notamment sur des sujets de lancement, qui vont être vraiment, la core team, on va dire, sur ce projet-là. Par contre, une fois que le produit est lancé, que vous avez fait vos premières itérations, là, il y a certainement un enjeu à revoir l'organisation. Pour moi, l'organisation, c'est quelque chose qui n'est pas figé, hein, qui doit vraiment évoluer avec le temps et avec la vie du produit. Et là, je pense que post-lancement, une fois que vous avez résolu peut-être vos plus gros pain points, nous, on a un énorme problème de login, par exemple, post-lancement. Bah là, c'est peut-être le moment de se dire, OK, maintenant, on va se rendre compte que, effectivement, dans une organisation produit, vous avez parfois d'autres feature teams qui avancent par ailleurs sur leur scope, qui du coup produisent énormément et l'application mobile va de plus en plus avoir un retard fonctionnel si vous n'êtes pas capable de prendre ces fonctionnalités-là au sein de l'équipe mobile, ce qui souvent n'est pas le cas. Et du coup, vous allez commencer à créer ce qu'on a appelé le feature gap chez ManoMano, qui a un énorme enjeu, et se dire, OK, comment je ne crée pas de gap fonctionnel dans mon application mobile versus le desktop. C'était notamment le cas, moi, que j'avais eu quand j'ai repris l'application Serenza. J'avais une application mobile qui faisait à peine 50% des fonctionnalités du desktop. Et donc forcément, bah, ça ne crée pas d'adoption de la part des utilisateurs. Et donc, comment on revient finalement à rétrécir ce feature gap? Il peut y avoir de temps en temps où ça fait du sens de ne pas avoir une fonctionnalité sur l'application mobile versus sur le desktop. Et bah ça, c'est justement l'enjeu qu'on a, enfin le choix qu'on a fait chez ManoMano, c'est au fur et à mesure de commencer à former les autres feature teams sur l'application mobile. À savoir, au lieu d'avoir un peu de. Nous, on n'est pas du tout parti, moi je ne crois pas trop à ce côté développeur volant, on va dire. Mais plutôt d'avoir des feature teams qui commencent à prendre l'ownership de l'application sur leur scope fonctionnel original. Si vous avez par exemple une feature team, je ne sais pas, qui est sur la partie, on va dire, recherche, et ben désormais ils deviennent honneurs de la partie recherche aussi sur l'application mobile. Et ce qu'ils vont travailler comme fonctionnalité dans leur roadmap doivent se poser la question, est-ce que ça fait du sens dans l'application mobile? Est-ce que je fais ISO? Est-ce que j'adapte? Et du coup, ils deviennent honneurs de cette partie-là. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, chez ManoMano, ce qu'on a commencé à créer, c'est l'objectif, c'est d'onboarder un certain nombre de feature teams sur l'application mobile. Ça a déjà commencé, c'est déjà le cas. Et donc, désormais, ils sont vraiment honneurs de leur fonctionnalité aussi sur l'application mobile. Et donc, ils ont des développeurs, et c'est pour ça qu'a été fait le choix aussi du React Native. Ils ont des développeurs qui faisaient déjà du React et qui donc sont formés au React Native. Et donc, il y a un petit on va dire, parcours d'onboarding sur l'application mobile, à la fois pour les développeurs, le product manager, les designers, parce que le designer de cette équipe devient aussi le designer de l'application mobile. Et du coup, une équipe mobile qui reste en place, mais qui va aller travailler finalement sur les points spécifiques de l'application mobile. Je vous donnais un exemple tout à l'heure sur ManoMano Pro. Bah, on a décelé effectivement cette opportunité autour du vocal. Bah, le use case autour du vocal qui a été identifié va rester dans la core team de l'application ManoMano Pro, donc la feature team mobile app. Et c'est eux qui vont vraiment prendre en charge cet usage, aller travailler un point spécifique.
Et du coup, les autres équipes vont continuer sur leur roadmap fonctionnelle avec leur scope défini, etc. Donc ça, c'est des choses qui se mettent en place. Vous voyez, on a sorti l'application il y a maintenant plus d'un an et plus quasiment 2 ans pour l'autre. Et c'est des choses qui commencent à se mettre en place vraiment au fur et à mesure. Donc effectivement, plus il y a une équipe grande, je dirais produit et technique, plus ça prend du temps aussi à mettre en place. Et je pense que ça dépend vraiment des organisations, parce que moi j'avais fait beaucoup de benchmarks en fait sur cette thématique-là. Par exemple, Zalando, pendant plusieurs années, avait fait le choix d'avoir une organisation produit app qui était à peu près une cinquantaine de personnes, où eux, ils avaient même plusieurs feature teams liés à l'application mobile. Donc je pense que ça dépend vraiment en fait des choix Mmh. organisationnels de chaque entreprise. OK, trop cool, super intéressant. Et peut-être une dernière question avant de passer aux compétences clés, d'Annabelle, parce que ça fait longtemps qu'elle a posé la question et je ne l'ai pas soulevée encore, sur le, mobile to store. Est-ce que tu as déjà travaillé sur des thématiques de mobile to store? Alors bon, pas forcément pas chez ManoMano, mais peut-être, chez, voilà, d'autres boîtes, type Sarenza, dans lesquelles tu as travaillé? Alors honnêtement, j'ai jamais eu cette problématique, je vais être très, très honnête. Tout simplement parce que, j'ai toujours travaillé chez des pure players, et donc il y avait pas d'enjeu à ramener vers un magasin. Donc là-dessus, je suis totalement, novice. Mmh, ça marche. Et du coup pour finir, je sais pas s'il y a une autre question, Benoît, ou je Non, continue? c'est bon, parfait. Sur les compétences clés, je dirais donc là, il y a, ce que je vous ai identifié, c'était un peu les challenges et les défis, on va dire, autour d'un lancement, d'application mobile. Et au final, je pense qu'au niveau, du product manager, les compétences clés, moi, j'en ai identifié vraiment 3. Il y en a d'autres, hein, évidemment. Je dirais qu'il y a déjà les bases du product management. Mais un product manager d'application mobile, je pense qu'il doit avoir un grand sens du business, dans le sens où, quand on va définir une application mobile au moment de son lancement, il faut vraiment savoir c'est quoi le business model de ma boîte, c'est quoi les objectifs business qu'on veut atteindre avec cette application mobile, et en même temps, avoir énormément d'empathie pour son utilisateur. C'est-à-dire que c'est aussi lui qui va venir défendre, ce qu'il a appris au cours l'étude que vous avez pu faire avec vos utilisateurs, l'analyse de comportement, donc savoir à la fois être très orienté business, mais en même temps, je dirais à part égale, orienté très utilisateur, pour se dire: «OK, finalement, cette opportunité qu'on a identifiée, elle va avoir tel impact». Enfin, on pense qu'elle va avoir tel impact, on fait pas mal de paris, hein, au moment d'un lancement. Et je pense que ça va être important. Je parlais tout à l'heure des problèmes de login qu'on a eu, post-lancement, Mano Mano. Du coup, il y a eu, notamment, un gros enjeu de venir vraiment expliquer, aux équipes infrastructure, sécurité, le process de login, enfin l'expérience idéale de login dans une application mobile versus, par exemple, ce qu'ils avaient prévu de faire. Et donc c'est vraiment ça, c'est être hyper empathique avec son utilisateur en disant: «Mais attendez, il ne peut pas se reloguer en permanence dans une application mobile, ça n'a pas de sens». Et donc il y a un gros enjeu vraiment, vous êtes la voix du client, vraiment être très, très empathique par rapport à son utilisateur. Et le dernier point, j'en ai parlé un peu au cours de la présentation, je pense qu'il faut être vraiment, très bon en communication, parce qu'il y a un énorme enjeu, de prendre la parole en interne déjà, vraiment en interne, pour dire, où est-ce qu'on en est sur le projet, qu'est-ce que ça va être, on montre les personas, on montre les designs, on explique ce qu'on veut faire avec l'application mobile, et d'aller chercher les personnes, clés du coup avec ça. Vraiment les personnes ressources dans la boîte, puisque finalement, ça doit être un succès d'entreprise et vous n'y arriverez pas tout seul. Je vous donne un exemple chez Sarenza. À un moment donné, même si on avait fait un super revamp de l'application mobile, on avait besoin de l'équipe marketing pour qu'ils fassent, voilà, il y a des opérations commerciales. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des discounts spécifiques à l'application mobile? Est-ce qu'on pourrait, comment on essaye d'être un peu créatif en fait pour faire de l'animation au sein de l'application mobile. Donc vous avez besoin d'avoir, voilà, d'embarquer des gens avec vous pour faire en sorte que voilà, ça soit un petit peu plus créatif, et faire en sorte que l'application mobile devienne aussi, vous, c'est votre roadmap. Ça va faire partie de plus en plus de roadmap de gens, et comment eux, ils l'incluent dans leur roadmap en fonction de leur service. Et voilà, et après, je vous ai juste résumé voilà, les principaux points à retenir de la Mmh. présentation. Trop cool. Merci beaucoup Julie. Il y a des dernières petites questions.
notamment, une question intéressante encore, d'Alice décidément. Est-ce que tu arrives à aligner tes versions entre Android et iOS? J'ai souvent constaté des différences de vélocité sur les 2 stacks qui entraînent des soucis de synchro au niveau des releases. Ouais, bonne question. Alors j'ai, pu avoir ce souci-là notamment, dans les médias, notamment par rapport à des players vidéo. Et je dirais ça dépend vraiment, aussi est-ce que votre parc est plus Android qu'iOS? Ça, c'est un point aussi important. Et du coup, en général, j'ai peu eu de désynchronisation, dans l'e-commerce ou désynchronisation de quelques jours. Mais je pense que l'enjeu, c'est vraiment d'essayer le plus possible d'être synchro, entre les 2 OS si c'est possible. Avoir quelques jours, on va dire de différence, c'est pas très grave. Mais éviter le plus possible d'avoir, des semaines, des mois entre, je dirais les deux versions. Et pour ça, ça veut dire, bah, s'assurer que les alors nous, effectivement, le fait d'avoir basculé en React Native, par exemple, a totalement, enlevé cette partie-là. Parce que, il y a pas un développeur iOS, un développeur Android. Donc le fait de basculer en React Native, ça permet d'avoir cette synchro, vraiment. Par contre, effectivement, quand on reste dans un développement natif, donc avec, des développeurs iOS, des développeurs Android qui vont pas forcément au même rythme, bah, c'est, je dirais au product manager d'expliquer peut-être les enjeux parfois, qu'il faut sortir à tel moment. Et puis après, effectivement, je pense que si vous avez des players vidéo notamment ou des choses qui peuvent amener de la désynchronicité, faut l'assumer. En fait, faut peut-être savoir l'expliquer et l'assumer et parfois prendre un peu de temps pour corriger le tir. OK, ça marche, très clair. Et puis, moi j'ai peut-être une question, est-ce que tu pourrais pour terminer, peut-être nous raconter une petite anecdote, justement d'un bourbier, que tu as rencontré, un truc qui s'est très mal passé, voilà, je pense que tu as vécu, pas mal de choses, sur ces 10 dernières années, mais, voilà, est-ce que pour terminer cette session, tu aurais une petite anecdote à nous raconter? Ouais, je peux vous parler du lancement de l'application LCI, c'était tout un programme. Donc il y avait effectivement une date très contrainte. En plus, c'était, à la fois, c'était synchroniser la mise à l'antenne vraiment de l'application LCI, sur, la TNT gratuite, à l'époque, donc ça date un petit peu. Donc il passait en version gratuite, avant c'était version payant. Il y avait en même temps le sortie du site internet, la sortie de l'application mobile, tout ça en même temps, le matin à, je crois, il était 5h30 du matin, donc hyper tôt. Waouh! Heu, Là, comme par hasard, Android, maintenance du store. Donc en gros, j'avais un présentateur télé, bon, même si c'était quand même 5h30, 6h du matin, qui était en train de dire: «Et téléchargez, notre application mobile, sur les stores» et Android qui mettre l'application. Donc ça, c'était vraiment une grosse crise de panique, où j'avais l'agence en direct avec moi en train de dire: «Je regarde, machin et tout». Donc voilà, pendant, et moi de dire: «Arrêtez de dire à l'antenne, faut télécharger des applications mobiles, ça ne marche pas». Donc voilà, donc il y avait vraiment, petite panique, on va dire, à ce moment-là. Et donc voilà, bon, au final, ça s'est bien passé. Et après, avec le temps, on relativise en se disant, bah, à 6h du matin, qui était en train de se dire, je vais télécharger l'application tout de suite? Ça n'a pas été notre pic de téléchargement, clairement. Donc voilà, donc il y a parfois voilà, des situations un peu de crise comme ça à savoir Mmh. gérer. C'est clair, c'est clair. Bon, bah, écoute, trop bien, Julie, ça a été top, de faire, cette session ensemble. En plus, c'était super de t'avoir, via ton téléphone, pour cette session, sur les applications mobiles, hein, au final, c'était carrément mieux. Je sais pas si pour terminer, tu veux, voilà, refaire passer un petit message, nous reparler d'un voilà, un petit sujet d'actualité ou d'un je sais pas si Eh bah, écoute, moi, mon sujet d'actualité, c'est effectivement mon changement de poste. Et du coup, j'en profite parce que je sais que, chez Home Exchange, j'aurai des enjeux sur les apps mobiles. J'aurai des enjeux de recrutement bah, les personnes qui veulent me contacter, je sais que j'aurai notamment, un poste de product designer et un poste de product manager. Donc voilà, je communiquerai dessus, sur LinkedIn notamment dans plusieurs, semaines, mois. Mais voilà, je sais déjà que j'aurai des gros enjeux sur cette partie-là, donc avec plaisir pour en discuter avec les personnes qui s'intéressent. trop bien. Bah, du coup, n'hésitez pas à solliciter, Julie par LinkedIn, je suppose. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup franchement, pour cette session, c'était ultra intéressant. Merci à toutes les personnes qui nous ont posé, tout un tas de questions et puis, bah, du coup, on se revoit, pour la prochaine session, du Bourbier qui aura lieu dans quelques semaines.
Merci Merci beaucoup Benoît. beaucoup, Julie. Merci, merci à tous. Très bonne journée. Bonne journée.